Coucou, on se retrouve, nous sommes dimanche 17 décembre. Je reviens pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Je vais pas faire un très grand plan puisque j'aimerais bien, si j'ai le temps, c'est pas gagné cet après-midi, tourner mon bilan du pumpkin, mais on va voir ça. Toujours est-il qu'il doit être quelque chose comme 13h15, on revient du cinéma avec le grand enfant, donc vous pouvez imaginer que je suis un petit peu moins malade. J'ai juste une oreille bouchée et une migraine un peu persistante, mais franchement, rien à voir avec ce que ça a pu être, donc c'est très bien. Alors, donc on va ouvrir le 17. Le 17, la thématique du jour c'est sable et des mille et une nuits un peu particulières. J'espère qu'il y a du sable. Alors je crois, est-ce que vous allez voir? Je crois que c'est le dernier MR carré écrit avec sa fille et sa femme, respectivement Lisa et Louise, qui s'appelle Cité de Soi, les Cités de Soi, des trucs comme ça. En tout cas, le format fait très correspondrait déjà, et puis la couverture me dit ça spontanément. C'est quoi hein? Un livre. C'est un livre. Il est beau. C'est ça, c'est les Cités de Soie et d'Acier, j'avais oublié. Donc écrit par Linda pas Lisa, Louise et Mike Carré, qui vient de sortir chez La Talenderie, qui me faisait très envie, qui est très beau, et que j'avais très envie de lire. Et je suis vraiment très curieuse. Je suis très contente qu'elle me l'ait pris. Il est très beau, vraiment. Je vous montre. Avec cette, est-ce que vous verrez, cette police qui fait un petit peu stylisée écriture arabe. Très jolie. Ouais, je suis vraiment très contente et très curieuse. Alors c'est encore un beau bébé, hein, mais je trouve que Pénélope a bien équilibré en termes de gros et plus petits livres. On s'en sort plutôt pas mal, et puis j'avais très envie de le lire, donc je suis ravie. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Il était une fois lorsque les 365 concubines d'un sultan assassiné se voient condamnées à l'exil, elles unissent leurs forces et visent bien plus que la simple survie. Elles trouvent dans l'immensité du désert et aux marges de la société des alliés inattendus, fondent une communauté et soulèvent une armée en vue de reconquérir leur foyer. Bessa, la cité de soie et d'acier, la cité des femmes. Ça a l'air très chouette, franchement ça a l'air très chouette. Je me souvenais plus du résumé parce que ça fait un bout de temps, mais ça a l'air absolument génial. Donc merci beaucoup Pénélope, c'est très chouette. Et oui, je pense qu'il y a des chances pour qu'on ait du sable. Hein. Enfin, ça a l'air en tout cas assez ambiance, peut fonctionner. Moi j'ai choisi quelque chose qui se passe dans le sable, mais alors pas du tout la même ambiance. Mais Pénélope était contente, donc c'est très bien. Donc trop chouette, trop contente. Du coup, je vais vous laisser pour le moment. Je voulais juste introduire le vlog, ouvrir le... parce que j'étais curieuse évidemment, ouvrir le calendrier du jour, et je vais aller eh bien peut-être terminer le livre que j'ai presque terminé hier, donc vous l'aurez vu dans le vlog d'hier, mais j'ai pas pu le terminer parce que j'étais trop mal hier soir et j'arrivais pas à me concentrer. Il doit me rester 40 pages, ce qui est assez frustrant. C'était assez frustrant, mais bon, voilà. Donc je vais aller terminer ça, je vous en reparlerai. Donc c'est la trilogie Baryonique, le tome 2. Et puis je vais avancer Qui a peur de la mort idéalement, puisque Marion, elle, a beaucoup avancé hier et aujourd'hui, et qu'elle est à fond, et que je pense qu'elle va le terminer ce week-end. Donc j'aimerais bien le reprendre, mais ça se lit très bien, donc il n'y aura pas de problème. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour le moment. On se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, il est 16h et j'ai enfin terminé, après avoir fait une sieste qui a été très bénéfique, ce tome 2 qui était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Évidemment, on termine sur un cliffhanger qui pique, qui fait mal, d'autant que dans les remerciements, il y a des petites informations qui ne sont pas sans présager des choses assez incroyables. Bon, bah écoutez, alors ce que je peux vous en dire, c'est que on a une grosse évolution en termes d'aventure. Sur la deuxième moitié, je dirais qu'on commence à déplacer l'intérêt, enfin le centre d'intérêt de la narration sur
ce qui se passe plus dans l'espace que ce qui se passe sur Terre, ce qui est absolument passionnant. Ça me fait penser, pas mal d'événements de ce livre me font penser au Tchaïkovski, donc dans la toile du temps et dans les profondeurs du temps. J'ai toujours un doute. Il y a plein de choses qui me font penser à ça. C'est vraiment très bon, c'est très intéressant. Là, on présage des choses vraiment géniales, sincèrement. Alors, très honnêtement, je l'ai vu... Enfin, on va dire qu'il y a des choses qui sont amenées, que j'ai un petit peu pressenti arriver, mais en toute honnêteté, c'était juste ce qu'il fallait parce que, pour moi, c'est la bonne mesure. C'est-à-dire que vous avez des hypothèses sur certaines choses, mais vous n'êtes pas sûr. Et ce qui est bon, c'est quand on vous a donné suffisamment d'indices pour avoir une petite idée de ce que ça pourrait être, sans pour autant être sûr de vous. Parce que je trouve que quand c'est totalement sorti de nulle part, bah, c'est un peu décevant parce que ça veut dire que ça n'a pas été bien amené. Et quand on l'a vu venir trop tôt, trop facilement, de manière trop évidente, c'est aussi un peu décevant. Là, je trouve qu'on est vraiment dans la bonne mesure entre les deux. C'est trop bien, c'est vraiment très très bon. Franchement, ça aborde tellement de choses en fait, et ça parle de tellement de choses. Ça parle autant de... Comme je vous disais en fait toutes les fois précédentes, de relations humaines, de politique, d'exploitation de ressources de la Terre et voilà, que d'IA et de plein de réflexions sur les IA, sur tout ce qui est informatique, enfin tout ce qui est oui, intelligence artificielle en fait, sur leur fonctionnement et des questions philosophiques aussi qui sont posées. Je trouve qu'on a des personnages avec des personnalités extrêmement différentes qui apportent tous quelque chose au récit par leur façon d'être, d'évoluer. On a un personnage dans le 1 qui était une adolescente un peu agaçante au début, mais en même temps on comprenait quand même ce qu'elle ressentait, etc., qui évolue énormément et qui devient vraiment très intéressante et bref, tout évolue. Tout est intéressant, tout est bien mené. Je trouve qu'il y a une bonne dose de chaque chose dans toutes les thématiques abordées. Et il y a beaucoup de thématiques abordées. Et il y a toujours, on n'oublie pas, on laisse pas, je trouve qu'on ne laisse pas de côté une thématique pour plus y revenir en fait. Je trouve que l'auteur arrive vraiment, enfin je sais pas comment il a créé son plan, comment il a fait pour créer son plan général sur sa trilogie. Mais c'est hyper bien mené, il y a juste ce qu'il faut à chaque fois, comme il faut. Toutes les personnalités, même celles des personnages secondaires, sont intéressantes. Alors, certaines plus développées que d'autres, évidemment, mais intéressantes. Chacun, en fait, a une existence, même les personnages secondaires, c'est ça que je trouve bien. Typiquement, on a un personnage d'une jeune femme qui travaille dans l'agence ou l'institut. Je n'arrive toujours pas à discerner l'un de l'autre, mais peu importe, elle n'est pas si importante que ça, en tout cas pour le moment, mais elle est développée et on la connaît un peu, quoi. On a le sentiment de connaître un peu tous les personnages. Je trouve ça trop bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est fait en peu de mots, en peu de lignes, avec une certaine économie malgré tout. Ça part pas dans tous les sens, mais on a la teneur de ces personnages et c'est quelque chose que j'aime énormément parce que je trouve que ça donne du relief à l'intégralité de l'histoire. Et bref, et voilà, et toutes les thématiques dont je vous ai parlé, dont je ne peux pas aussi vous parler parce que c'est un tome 2 et que ça vous donnerait... Ah, ça vous spoilerait trop. Mais en tout cas, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Là, on est en train de partir dans vraiment quelque chose que j'adore, que j'avais adoré chez Tchaïkovski. C'est, ouais, franchement... c'est très très bon. Tout ce qui est scientifique par rapport à l'espace, en fait, c'est génial. Tout ce qui va être, voilà, les scientifiques et les spécialités de sciences qui sont évoquées, c'est trop bien. Enfin, bref, on en reparlera quand je lirai le 3e tome, un jour, je ne sais pas quand, je ne sais pas du tout quand c'est prévu, mais j'adore. Franchement, je suis convaincue, vraiment. J'avais déjà beaucoup aimé le 1, vraiment. Mais ce tome 2, pour moi, c'est un très très bon tome 2. Et c'est assez rare pour le souligner. C'est un excellent tome 2. Bref, je pense que vous aurez compris la teneur de mon avis. J'adore, je trouve ça très bon. Je suis sûre que Marion va aimer. J'ai hâte qu'elle le lise. Du coup, je sais qu'elle l'a dans sa palle. J'ai plein de copines à qui je pense qui adoreraient ce livre. Je suis sûre que typiquement Emeline adorerait ce livre. J'ai envie que plein de gens le lisent pour en parler. Parce que là, je n'ai personne à qui en parler. Ça me frustre énormément. Bref, je voulais vous faire une petite vidéo spéciale aujourd'hui pour un petit peu repartir sur des vidéos avec un peu des thématiques et des trucs un peu sympas parce que les 2 derniers vlogs auront été très courts vu mon état. Là, ça va mieux. Je m'entends encore un peu parler dans ma tête, mais ça va beaucoup mieux. Et comme j'ai vu pas mal passer sur Instagram une espèce de, comment on peut dire, de tag en quelque sorte,
qui s'intitule 10 livres pour me connaître. J'avais envie de vous parler de 10 livres qui me sont très chers. Alors, c'est très paradoxal parce que c'est 10 livres qui parlent de moi, de ma personnalité ou de mon évolution d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas forcément mes 10 livres préférés de tous les temps. Et je trouve ça... j'ai trouvé ça intéressant en fait en y réfléchissant parce que quand je me suis posé la question de 10 livres pour me connaître, est-ce qu'il fallait que je parle de mes livres préférés de tous les temps? Et en fait j'ai réfléchi à des livres qui ont constitué un petit peu mon parcours d'individu et de lectrice. Vous allez sûrement être surpris, il y a des livres dont je n'ai absolument jamais parlé je pense, ou très 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 peu. J'ai essayé de ressortir des choses un peu différentes de ce à quoi vous pourriez vous attendre et en même temps c'est ceux qui me sont venus le plus spontanément, j'ai pas non plus forcé les choses pour les trouver. Donc c'est parti, on y va avec ces 10 livres pour me connaître. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, qui est un livre que j'ai adoré. Je l'ai lu il y a quelques années maintenant, je ne sais plus quand, je crois que j'étais à la fac de lettres. J'ai pas un souvenir hyper précis de l'histoire, je me souviens que c'était assez perché, mais j'ai un souvenir très très fort des émotions que ça m'a procuré. Ça a été une révélation pour moi, ça a été vraiment plein d'émotions, ça a été très fort et ça m'a ouvert à la littérature étrangère puisque j'étais en fac de lettres à ce moment-là et je lisais principalement de la littérature française parce que en France on a beaucoup de littérature classique française et qu'on s'en gargarise beaucoup et qu'on s'intéresse assez peu à la littérature étrangère. Et grâce à... Alors, bien que Milan Kundera est écrit en français, mais ça m'a ouvert à autre chose parce que finalement ce livre se passait dans un autre pays que la France. Ça se passait en République tchèque du coup je crois, qui à l'époque n'était pas encore la République tchèque, mais bref. Et ça parlait de pas mal de thématiques aussi autour de ça, de politique notamment. Et ça m'a ouvert tout un pan de la littérature auquel je ne m'étais jamais intéressée parce que j'étais très focus sur les livres qu'on me faisait lire à la fac. Et ça m'a aussi ouvert d'un point de vue poétique parce que c'était une lecture extrêmement poétique et ça m'a intéressée à d'autres sortes d'écriture plus contemporaines, plus récentes et vraiment excellente découverte. J'ai adoré ce livre, j'ai très envie de le relire, sauf que là, vous voyez, je ne l'ai pas parce qu'il est déjà parti dans des cartons, je pense. J'adorerais typiquement que Littéra fasse une édition collector, enfin une belle édition de ce livre que j'achèterai avec très grand plaisir. Et d'ailleurs, c'est ce livre qui m'a permis de découvrir un autre livre qui m'a énormément marqué et que j'ai trouvé d'une absolument génial, c'est Le Mépris de Moravia. Le Mépris de Moravia, c'est pas tout à fait dans le même état d'esprit que L'insoutenable légèreté de l'être, mais c'était tellement incroyable. Le Mépris de Moravia, ça parle d'un couple, l'homme travaille dans le cinéma je crois, et je sais plus s'il est scénariste ou quelque chose comme ça, et il est marié avec une femme, et tous les deux s'adorent, elle adore surtout son mari, jusqu'au jour en fait où il va se passer quelque chose, le mari va faire quelque chose, qui fait qu'à partir de ce jour, sa femme va commencer à le mépriser profondément. Parce qu'il... Bref, je peux pas vous dire, faut le découvrir. Et c'était tellement intelligent, c'était tellement bien fait, et ça parlait aussi de... Ça parlait aussi, je trouvais, de couple et de comment il est important de prendre l'autre en considération. C'était hyper bien écrit, c'était vraiment, on sentait ce mépris qui montait petit à petit et ce détachement qui se créait, mais en même temps avec cette volonté de garder un couple de façade de la part de la femme et l'homme qui cherchait à tout prix à comprendre pourquoi et qui voyait pas et qui se refaisait toute leur vie de couple depuis toujours et qui cherchait super loin, qui pensait à l'argent, à des choses très très masculines en gros, et qui ne voyait pas du tout cette chose qu'elle a vécue et qu'elle a très mal vécue. Et bref, c'était incroyable, j'ai adoré Le Mépris de Moravia. J'ai vraiment aimé, pareil, j'aimerais beaucoup le relire, d'autant que c'est pas très long. Et j'adorerais l'avoir dans une jolie édition aussi, parce qu'il fait partie pour moi des classiques hyper importants dans ma vie d'écrivain. Nous allons passer au troisième livre qui est aussi un classique. Je vais essayer peut-être de vous les faire dans cet ordre de logique. Troisième classique qui parle beaucoup de moi et de mon parcours individuel et professionnel aussi, c'est L'Heptaméron de Marguerite de Navarre, livre de nouvelles du XVIe siècle, une des rares femmes dont on a conservé les écrits et dont on parle encore aujourd'hui. C'est la sœur de François Ier, ceci explique en partie cela, je pense. Et Marguerite de Navarre a été éduquée comme son frère, donc c'est une femme lettrée qui est évangéliste et qui se marie au roi
de Navarre, du coup, qui n'était pas encore Henri à cette époque-là, pas le futur Henri IV, c'est le grand-père d'Henri IV, puisqu'elle est la grand-mère d'Henri IV, si je dis pas de bêtises. Et c'est un recueil de nouvelles qui est hyper important et hyper intéressant parce que Marguerite de Navarre va parler de beaucoup de choses, notamment autour de la vie des femmes et autour de l'hypocrisie de la religion, l'hypocrisie des hommes, de manière très subtile. Voilà, parce que ça reste du XVIe siècle et parce qu'elle est quand même dans un état d'esprit religieux où les femmes se doivent d'être pudiques, blablabla. Mais c'était hyper intéressant ça, c'était vraiment très intéressant. Et c'est sur ça que j'ai fait mon mémoire de master, sur le regard de la religion et des hommes, etc., sur les femmes au XVIe siècle. Et c'était vraiment hyper intéressant. J'ai appris plein de choses sur le XVIe siècle, j'ai appris plein de choses sur les guerres de religion et les religions. J'ai appris plein de choses sur aussi l'écriture de cette autrice qui était de très grande qualité. Et vraiment, si c'est pas un livre que je relirais dans son intégralité, bon déjà vous me direz, je l'ai lu plein de fois, certes, mais si à l'heure actuelle j'ai pas forcément envie de relire toutes les nouvelles et qu'il y en a certaines qui m'ont marqué plus que d'autres, on peut pas dire qu'il n'est pas constitutif de lectrice, de ma vie professionnelle, et voilà. Peut-être le dernier classique dont je vais vous parler aujourd'hui, que vous devez connaître, qu'on a pas mal vu passer ces derniers temps. Il y a eu un regain d'intérêt pour ce livre. Pour ma part, je l'ai lu il y a quelques années déjà, ça doit bien faire 5, 6, 7 ans. C'est Martin Eden de Jack London que j'ai absolument adoré puisqu'on va suivre ce personnage de Martin Eden qui est un marin qui donc n'est pas très riche et qui va tomber amoureux d'une bourgeoise et pour réussir à être important pour elle, ou en tout cas pour parler avec elle, etc., va commencer à se cultiver, donc à lire beaucoup et en fait ça va dépasser finalement tout ce à quoi il pouvait s'attendre. Et c'était hyper intéressant, j'avais beaucoup aimé cette lecture. Jack London a des partis pris quand même très engagés en termes de politique et de vision de la société. Et c'est quelque chose que j'avais adoré. J'ai adoré Martin Eden. C'est une très bonne lecture, très accessible. Si vous voulez le découvrir, vraiment, c'est hyper accessible Martin Eden. Et pour moi, ça fait partie des livres importants à lire. En tout cas, si on a une vision politique de la vie qui est plutôt dans ce genre d'état d'esprit, donc plutôt de gauche a priori, c'est un livre important à découvrir parce que ça pose des réflexions et des bases de réflexion sur une société qui était vraiment extrêmement difficile. Bref, je vous laisserai découvrir, mais vraiment, j'ai adoré Martin Eden et j'en ai gardé encore une fois un souvenir très fort. Et c'est encore un livre que j'adorerais avoir dans une très belle édition collector. Nous allons maintenant passer à des lectures un peu plus récentes dont je vous ai déjà parlé, pas toutes, peut-être pas toutes, mais dont je vous ai quand même déjà parlé plus ou moins, ou en tout cas qui seront peut-être moins surprenantes pour vous. Je pense, pour commencer, à L'Épée de Lancillaire, le tome 2 des Chroniques du Ratch. Je pense que je pourrais caser l'intégralité de la trilogie des Chroniques du Ratch, mais le tome 2 est mon préféré parce que j'ai trouvé que c'était celui qui parlait le plus, encore une fois, de réflexion sur la société, sur les castes sociales, sur la pauvreté. Excellent tome que j'ai adoré. Vous savez que j'ai adoré toute la trilogie. J'ai essayé de pas tricher et d'en donner un précisément. Ça serait peut-être celui-là, mais d'ailleurs j'aimerais beaucoup relire le tome 1 qui était assez complexe et je pense à côté duquel je suis en partie passée. Donc j'aimerais bien le relire aussi. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, le tome 2 fait partie des 10 livres pour me connaître parce que vraiment, il m'a beaucoup marqué. Autre livre dont je voudrais vous parler, c'est Libération de Becky Chambers. C'est très paradoxal sur ce tome-là parce que Libération n'est pas forcément mon préféré des 4. Mais c'est celui qui m'a le plus marqué et touché et c'est celui duquel je garde le souvenir le plus fort en termes vraiment d'émotion pure. Parce qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup touchée et dans lesquelles je me suis pas mal reconnue, je pense. Et que j'ai particulièrement apprécié. Et bref, je vais pas rentrer dans les détails, j'en avais parlé quand je l'avais lu. Mais voilà, celui-ci, je pense, est un de ceux qui m'ont le plus marqué émotionnellement parlant. Pas forcément en termes d'histoire, et voilà, mais il y a des choses très précises qui se passent dans ce livre qui ont été très fortes pour moi. Et donc, je voulais le mentionner ici, même si, encore une fois, j'ai adoré toute la saga, mais j'essaie de ne pas tricher et de n'en citer qu'un à chaque fois parce que si je cite des sagas entières, en fait ça sera pas 10 livres pour me connaître, mais 10 sagas, donc voilà. Le livre suivant est aussi une saga et en fait je l'ai que dans son format intégral, donc c'est un livre. C'est À la croisée des mondes de Philippe Pullman que j'avais acheté il y a des années de ça en occasion à 5 € pour tout vous dire. Et c'est une saga que j'ai relue depuis, que j'ai lu enfant, que j'ai lu une fois quand j'étais ado et que j'ai relu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans.
et que j'adore toujours autant. Je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité, mais cette saga a vraiment quelque chose de très marquant dans les thématiques abordées. Pour moi, ça n'est pas une saga jeunesse, contrairement à sa manière d'être marketée, ou alors ça n'est pas entièrement une saga jeunesse. Il y a vraiment pour moi une double lecture, et il y a vraiment quelque chose de très complexe dans ce qui se passe que j'avais pas compris quand j'étais enfant. Moi, je m'étais vraiment accrochée à tout ce qui était premier degré, voilà. Et en relisant avec l'âge et en comprenant mieux les choses, je me suis rendu compte de tout l'autre aspect, le dessous, et je me souviens avoir vu des interviews de l'auteur qui parlait de ça et qui disait que ça n'était pas franchement jeunesse, ou pas franchement que jeunesse, et qu'il avait du mal à comprendre ce besoin de classer les livres de manière aussi précise, parce que c'est, et je suis d'accord, c'est plus que ça aborde beaucoup de thématiques, ça aborde beaucoup, il y a une très forte critique de la religion notamment, il y a vraiment des thématiques dedans qui sont très fortes, très importantes, et qu'on ne peut pas comprendre quand on est enfant. Si on lit ça à 8-10 ans, enfin voilà, on ne peut pas le saisir, et c'est normal. Ça demande d'avoir de l'expérience, d'avoir des connaissances, d'avoir déjà lu des choses et de s'être déjà intéressé à ces questions-là. Mais c'est une saga que j'adore relire. Il y a des passages qui m'ont vraiment marqué depuis mon enfance, et je pense typiquement dans le tome 2 avec le fameux couteau. Il y a des choses qui m'ont vraiment vraiment marqué, que j'ai adoré. Quand je l'ai relu, j'ai adoré. J'ai compris plein de choses et ça a fait tilt dans ma tête, et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et donc pour moi, c'est ce genre de saga qui se lit à tout âge, qui peut se relire à volonté, et dans lesquelles on trouvera toujours de nouvelles choses à voir. Je sais que plein de gens n'ont pas apprécié, n'ont pas accroché, mais je pense que c'est pas lu pour ce que c'est, et c'est un des problèmes qu'il y a avec cette saga. Il ne faut pas s'attendre à du jeunesse, il ne faut pas s'attendre à une histoire qui soit simple, ça n'est pas simple, c'est assez complexe. Les personnages ne sont pas tout gentils, tout méchants, ils sont très nuancés, et voilà, et c'est pas très manichéen en fait, et je peux comprendre que ce soit déstabilisant, mais je pense que c'est pas très bien vendu, pas très bien marketé, et ça n'aide pas. En tout cas, sachez que pour moi, vraiment, c'est une saga très importante qui m'a vraiment beaucoup marqué. Dans les classiques, j'ai oublié de vous citer un livre très important aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est Nana de Zola. Oui, je vais en citer un à chaque fois, comme ça on va tous les faire petit à petit. Pourquoi Nana m'a marqué? Parce qu'on suit un personnage féminin qui a vécu dans des conditions très très difficiles. Sa mère Gervaise a vécu des choses très difficiles, a dû faire des choses pas très sympathique, et pas forcément avec son plein accord et son plein consentement pour survivre. Nana décide de s'en sortir à sa façon, autrement, et elle va aller à l'encontre des bonnes mœurs et faire tout ce qui est en son pouvoir pour avoir une vie meilleure que celle qu'elle a eue enfant et que celle que sa mère a eue. Et j'ai trouvé que c'était un personnage qui était très moderne dans plein d'aspects de sa personnalité. En fait, si vous voulez, elle a vu sa mère faire des choses avec lesquelles ne voulait pas faire, et elle décide, puisque c'est comme ça, et quitte à avoir une vie de pauvre et de potentiellement servitude, eh bien d'utiliser son corps, sa jeunesse, sa beauté, sa fraîcheur pour avoir une vie meilleure, et elle le fait en étant d'accord avec elle-même, dans le plein consentement de sa personne. Alors il lui arrive des choses difficiles, il lui arrive des choses plus ou moins, voilà, bien évidemment, c'est une certitude, c'est de toute façon l'histoire de la vie de à peu près toutes les femmes, mais c'était tellement intéressant, tellement bien fait. Je n'ai pas eu la sensation que l'auteur jugeait son personnage, avait un regard critique sur ce qu'elle faisait, et c'est quelque chose aussi que j'ai apprécié pour un homme du 19e siècle, c'était notable, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Je sais que c'est un livre qui a fait scandale, bien évidemment, mais je trouve qu'elle est assez moderne pour c'est un personnage qui est vraiment très moderne pour moi. Je le relirai bien aussi, mais comme tous de toute façon, parce que j'aimerais bien me refaire un avis quelques années plus tard, mais vraiment c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Nous allons entamer les 2 derniers et après on sera bon. Alors, le dernier roman et saga, encore une fois, dont je vais vous parler, c'est Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Ce livre date de... Ça fait combien de temps que je l'ai? Ça doit faire 5 ans. Je l'ai lu, bien entendu. J'ai lu aussi le tome 2, qui est en fait la suite du tome 1, du coup, puisqu'en français, on a découpé les tomes en 2. Et vraiment, c'est une saga de fantasy. Alors, j'ai lu d'abord Jaworski, et après, j'ai enchaîné avec ça. C'était mes débuts dans la fantasy adulte, et c'était incroyable. Rochard, c'est incroyable. C'est... des pavés, j'ai jamais lu des pavés de manière aussi fluide, simple, rapide, sans sentir passer le temps et avec ce besoin de savoir la suite. C'est intelligent, c'est bien écrit, c'est bien pensé. Tous les personnages qu'on suit, en tout cas pour moi, ont de l'intérêt, mènent vers un point final commun et ça se sent. Tout a de l'intérêt en fait, tout est riche, il y a des retournements de situation
à plein de moments, on s'ennuie pas, bref, c'est vraiment, ça m'a retourné le cerveau. Quand j'ai découvert Rochard, j'ai eu le cerveau totalement retourné et j'en ai gardé un souvenir très fort et j'ai tellement aimé, j'ai tellement été transcendée par ce livre. C'est rare que ça m'arrive à ce point-là, vraiment, sincèrement. C'est vraiment une très bonne lecture. Encore une fois, j'aurais dû le lire après Fils des Brumes, je pense, parce qu'il y a quand même un ordre, il y a une espèce de crescendo dans tout ça, mais je ne regrette rien parce que c'était incroyable et j'ai très hâte de continuer. Je suis en pause depuis 1000 ans sur cette saga. C'est pas l'envie qui manque, mais je sais pas, ça s'est pas fait, mais en même temps ça me dérange pas parce que j'ai des souvenirs très 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 précis de chacun des tomes que j'ai lus, ce qui est assez étonnant vu les pavés que ça représente, et je pense que je serai prête à les relire pour tout vous dire tellement j'ai aimé. Dernier livre dont je voudrais vous parler, et ça va peut-être vous surprendre, c'est un manga, c'est Frieren. J'ai pris ici le tome 9 que je n'ai même pas lu parce qu'il était au-dessus de la pile, hein. Le tome 1 était tout en dessous et j'avais pas le courage de tout bouger. Frieren, c'est vraiment pour moi un très 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 bon manga, une très bonne histoire, une excellente narration, des thématiques hyper riches, très denses et en même temps abordées de manière hyper fluide, un rythme excellent. Et ce dont on parle dedans me touche énormément et je pense notamment au côté très nostalgique de Frieren, à ce côté très... il y a vraiment un côté très nostalgique dans ce manga, mais très doux, pas nostalgique... qui rend triste, même si parfois à certains moments un petit peu, parce qu'on parle quand même parfois de gens qui ont disparu, mais vraiment très doux, très beau, et en même temps tourné vers ce qui va arriver. Enfin, tout ce côté-là, tout ce rapport au temps est quelque chose qui me touche énormément et vraiment vraiment que j'aime énormément et qui me parle beaucoup. Donc vraiment Frieren a toute sa place dans cette petite compilation de 10 livres parce que c'est quelque chose que je trouve absolument excellent et que je recommande à tout le monde. Il y a un animé aussi, si jamais ça vous tente, qui existe sur Frieren, qui n'est pas à jour par rapport au manga. Et j'ai regardé le premier épisode et c'était très doux et vraiment vraiment très bien fait. Donc j'ai hâte de continuer l'animé. Mais en attendant, je vais me lire le tome 9 et le tome 10 de Frieren qui sont dans ma palle, en attendant que le tome 11 sorte normalement en janvier. Voilà. Donc c'est tout pour ces 10 livres. Je vais maintenant vous laisser pour ça. Je conclurai le vlog, je pense, ce soir avec le point final de mes lectures, puisque je vais avancer Qui a peur de la mort, vu que Marion, je crois, a presque terminé maintenant, et que j'aimerais bien ne pas le terminer dans trop longtemps. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me donner quelques exemples de livres qui, qui parlent de vous. On se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, il est minuit et c'est l'heure que j'aille me coucher parce que je suis fatiguée vu les nuits que je viens de passer. J'ai besoin de repos et je pense que normalement cette nuit sera meilleure que les précédentes. Bref, j'ai très bien avancé Qui a peur de la mort puisque j'en suis... Oups, ici, oui, j'ai un marque-page et un signet parce que je mets le signet là où je veux aller. Donc dans X chapitres par exemple, et je mets le marque-page à chaque chapitre puisque je suis... J'aime bien savoir le nombre de pages de mes chapitres. Bref, il me reste en gros 100 pages à lire et ça va se lire très vite parce que c'est une lecture très addictive qui se lit très vite. C'est vraiment une excellente lecture. C'est vraiment hyper intelligent. Ça parle de 1001 choses. Je serais bien incapable de vous parler de toutes les thématiques qu'aborde ce livre parce que je n'ai pas pris de notes, parce que ça faisait partie de ces lectures où j'arrive pas à prendre de notes parce que je suis dedans et que... Voilà, ça me demanderait de m'arrêter et non, quoi. Donc, ça va être compliqué, mais sachez que ça aborde 1001 thématiques. Ce sont des thématiques sociales autour de l'esclavagisme, autour du sexisme, de la misogynie, du traitement des femmes et tout ce que ça implique en déclinaison. Donc, ça parle d'excision, ça parle de règles, que de thématiques beaucoup plus relationnelles et humaines, d'amitié, d'amour, de désir, de... 1001 choses. Ça parle aussi beaucoup de magie. C'est une magie qui est très, comment vous dire, qui est à la fois hyper puissante, intéressante, très connectée à la nature et qui a ce côté vraiment connecté à la nature et en même temps qui est légèrement incompréhensible, mais c'est un sentiment que j'avais, que j'ai eu à chaque fois que j'ai lu du Nnedi Okorafor. J'avais ce léger sentiment de ne pas tout saisir et ça ne me dérange pas du tout parce que je trouve que c'est bien fait, que c'est subtil et que c'est un peu normal parce qu'on parle de choses qui sont très particulière et je pense qu'il y a une volonté aussi de rendre ce truc un peu mystique et c'est quelque chose que moi j'aime bien, en tout cas que j'aime bien chez Nnedi Okorafor parce que je trouve qu'elle le fait bien et que cette part de mystère est d'autant plus envoûtante parce qu'on ne comprend pas tout
Et franchement, c'est génial. C'est vraiment une lecture que j'adore. Il se passe plein de choses, des choses dures, des choses belles, des choses hyper puissantes en termes d'émotion, de réflexion. Enfin, c'est vraiment un livre qui est très puissant. Je pense que c'est le mot. C'est très puissant et je pense que ça pourrait plaire à plein de monde dans la mesure où on arrive à passer au-dessus de tous les triggers qu'il y a au début, par la suite un petit peu moins. C'est vraiment concentré sur le début, je trouve. Mais par contre, là, on est à 100 pages de la fin et j'ai peur. Franchement, j'ai peur de comment ça va se terminer. J'espère que ça va pas se terminer trop mal, même si je suis pas sereine, je vous le cache pas. Donc voilà. Je terminerai ça, je pense, peut-être, ou j'avancerai ça, je pense, dans mon lit. Là, je vais aller me coucher, je vais aller lire un petit peu. Et je terminerai ça demain matin. C'est mon objectif, puisque je dois toujours lire Les Oiseaux du Temps, qui était le livre que j'ai pioché dans ma petite pioche de ma palle du challenge ultime. Donc je ferai ça demain, ça se lit assez vite, donc ça posera pas de problème. Et suite à ça, eh bien, je repiocherai un livre, nous verrons ce que ça sera, et je prendrai sûrement une autre lecture en parallèle. Je ne crois pas avoir de lecture commune de prévu, après Qui a peur de la mort. Je ne sais plus, peut-être que si, mais j'ai oublié. Nous verrons. Ah mais si, je suis bête. Si, j'ai une lecture de commune totalement prévue avec The Riddler. Mais ça va être une lecture commune, je pense, extrêmement exigeante. Donc ça devrait le faire. Je suis désolée si je parle du nez, mais toujours, hein, ce côté-là est encore pris. Hein, ça n'a pas beaucoup évolué. Alors c'est plus douloureux, mais c'est congestionné et bouché. Bref, je reviens assez rapidement parce que je pense que les plans que j'ai filmés avant vont être assez longs pour vous faire le calendrier de l'avant livresque d'aujourd'hui qui était quels sont tes trucs pour te concentrer quand tu lis. Donc c'est assez difficile à dire parce que j'ai pas forcément beaucoup de choses pour me concentrer quand je lis. Il y a des moments où je suis pas concentrée et j'arrive pas à me concentrer et des moments où très spontanément je le suis. En revanche, j'ai des petits trucs qui peut-être favorisent un peu ma concentration parfois, et je pense notamment à ce que je viens de vous dire en fait, le fait de regarder le nombre de pages que fait un chapitre, ça m'aide à avoir mon objectif et ça m'aide à savoir où je vais. Entre plusieurs chapitres, j'ai tendance, ça dépend en fait des lectures, mais ça m'arrive régulièrement au bout d'un chapitre ou deux chapitres, ou voilà, de faire des pauses où je fais autre chose et je m'arrête bien au chapitre et ça m'aide à avancer en fait. C'est un petit peu comme quand vous faites de la lecture sur Twitch, là où on est plusieurs et du coup on se concentre tous pour lire. Ça a ce côté un petit peu, ça fonctionne comme ça un peu avec moi quand je regarde où j'en suis dans mes chapitres ou quand je me donne un objectif, genre je lis 3 chapitres et je mets un marque-page au bout de ces 3 chapitres, ça me donne une idée de où je vais et je m'autorise des pauses entre ces chapitres, plus ou moins selon si la lecture est addictive, selon si je suis concentrée ou fatiguée ou voilà, et je fais autre chose pendant quelques minutes à la fin de ces chapitres. Je bouge, enfin voilà, je fais autre chose ou parfois je réponds à des messages sur mon téléphone, enfin voilà. Et ça fonctionne plutôt bien, du coup ça évite que je me déconcentre pendant la lecture de ces chapitres. Ça c'est un truc qui est assez valable pour moi. J'aime bien lire assise parce qu'effectivement si je m'allonge j'ai tendance à m'endormir, mais en même temps quand je lis sur ma liseuse je lis allongée et ça garantit pas le fait que je m'endorme parce que des fois je suis tellement dedans que j'ai du mal à lâcher, mais j'aime bien aussi m'endormir pour lire, donc c'est quand même un truc qui est associé avec la position et du coup c'est vrai que je suis quelqu'un qui lit assis, je suis pas le genre de personne qui va lire forcément dans des positions très confortables, hein. Je suis du genre à lire sur un tabouret bien dur, à aimer justement être assez droite et pas forcément hyper enfoncée dans un fauteuil, mais je sais pas si ça joue sur ma concentration, en tout cas c'est quelque chose que je fais assez naturellement et du coup après j'ai mal aux fesses, donc je me dis que c'est quand même dommage d'avoir un super fauteuil super confortable pour lire sur un tabouret, mais soit. Parfois je prends des notes, ça m'aide aussi parce que j'ai remarqué que, ça dépend des lectures encore une fois, mais j'ai remarqué que quand certaines choses me restaient dans la tête et que j'avais envie de les poser, si je les posais pas, et j'étais encore dans ça et je lisais sans lire les mots et sans comprendre ce que je lisais. Donc parfois prendre des notes m'aide à rester concentrée, comme ça je pose et je suis sûre de ne pas oublier ce que je voulais dire, mais ça dépend des lectures. Il y a des lectures où vraiment je n'arrive pas à prendre de notes parce que je suis trop à fond dedans et que j'ai pas envie de couper ma lecture et que je vais à fond dedans. Mais dans ces cas-là, quand c'est ce genre de livre, j'ai pas besoin de trucs pour me concentrer parce que je suis spontanément concentrée. Je pense que c'est à peu près tout sincèrement ce qui fonctionne avec moi. Le bruit ça dépend, je peux lire avec le chat qui miaule, je peux lire avec les enfants qui jouent et qui font du bruit, sauf quand j'ai une oreille bouchée parce que là ça résonne dans ma tête, mais sinon ça me dérange pas trop. Par contre quelque chose qui me dérange beaucoup c'est si
par exemple en amoureux, écoute des débats politiques ou des débats politiques plutôt. Je sais pas pourquoi, mais ça me déconcentre direct. Dès qu'il y a des trucs politiques, ça me déconcentre. Je pense que instinctivement mon oreille se tend pour écouter ce qui se dit et du coup je n'arrive pas à lire quand il écoute des débats politiques ou des trucs politiques. Bref, je vais maintenant vous laisser parce que ça fait déjà 8 minutes que je parle et que je pense que j'ai dû filmer un bon rush bien long avant qui doit bien faire 25 minutes et que demain va falloir monter tout ça et que j'ai pas envie que la vidéo dure non plus trop longtemps. Donc je vais vous laisser. Encore une fois, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires, vos gentils messages, votre présence au quotidien, notamment par rapport à vos vœux de rétablissement qui me vont droit au cœur parce que oui, hein, concrètement je suis dans un état semi-vivant. Hein. C'est un peu compliqué, mais là ça commence à aller mieux, donc c'est plutôt chouette. Je vous souhaite dans tous les cas une très belle journée, je vous souhaite plein de très belles lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye.